Ok, on reprend. Donc là, du coup, on va passer à la messagerie et chiffrement. Donc ici, ce qu'on va utiliser pour la messagerie, donc effectivement, vous utilisez tous des messageries, mais la majorité, je pense, si je ne me trompe pas, vous utilisez directement à partir d'en ligne, directement à partir de l'explorateur Internet. C'est ça, je ne me trompe pas? Ou est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà des programmes de récupération de mails tels que le courrier de Windows ou, euh, ou Thunderbird ou Outlook? Donc, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Donc, Nicolas, toi, tu l'utilises, c'est ça? D'accord. Donc, juste voir trois petits points dessus. Et justement, avec Thunderbird, à partir du bureau, si on échange avec un autre client aussi qui a Thunderbird ou qui est compatible avec la norme qu'on va voir, on va aussi voir qu'on peut chiffrer des mails, ce qu'on appelle de bout en bout. C'est-à-dire dès que le mail part de chez vous, il est déjà chiffré jusqu'à arriver chez la personne. Donc, ce qui évite les interceptions. Mais par contre, après, il y a les inconvénients que ça oblige à utiliser toujours des éléments de bureau pour pouvoir voir les mails qui ont été chiffrés. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on peut le faire et reparler aussi, j'en ai parlé vite fait, sur les deux types d'échanges principaux de clés, le chiffrement symétrique et asymétrique. Et j'ai mis deux, trois petites vidéos, on jettera un œil après les explications. Donc déjà, au niveau de la messagerie, donc vous savez qu'il est demandé plusieurs informations. En général, pour rentrer sa messagerie, il est demandé soit le POP, dans les réglages, vous trouvez l'élément de POP. SMTP et IMAP. Est-ce qu'il y a ces éléments-là qui vous parlent un petit peu ou pas? On aura déjà entendu. Donc en fait, ici, c'est ce qui va servir à la réception des emails. C'est encore utilisé, maintenant ça l'est moins. Je vais expliquer pourquoi. SMTP, c'est ce qui va servir à l'envoi des mails. Et IMAP à la réception des mails. Alors, le POP, c'est quelqu'un pour vérifier ce que je dis. Normalement, c'est ça. Normalement, si je ne suis pas trompé, le POP, c'est Post Office Protocol. Okay. Le SMTP, donc le P, c'est protocole. Ou, également, T, c'est transfert. Et je crois que le S, c'est simple. Drop. Bonjour. Qui arrive. Est-ce que j'ai bon ou pas? Ah, c'est SMTP, oui, j'ai compris avec un. Non, je crois. Ouais, j'ai compris avec un autre truc. Et SMTP, je crois que ça sert justement pour la surveillance réseau. Non. Je crois que j'ai pas. Ouais. Donc c'est
simple mail, c'était bien, le S c'était bien simple. Voilà. Donc oui, avec la bonne lettre, ça marche mieux. C'est plus logique, déjà. Et l'autre, ça. Mail, access, protocol. Internet, mail, access, protocol. Hein? Tu vas mettre un full mail, un full message. Voilà. Donc ça s'avère à la réception. Mais il faut quand même que vous connaissiez un petit peu la différence entre les éléments. Bon, le SMTP, lui, ça changera pas. Peu importe que vous fassiez de la réception en email, en IMAP ou en POP, ça restera la même chose. Le SMTP, il sert à l'envoi. C'est juste qu'après, des SMTP, des fois pour l'envoi, il y aura besoin de réindiquer le mot de passe et tout pour la connexion à votre compte. Certains SMTP, ils vont laisser passer les éléments sans avoir besoin de refaire une réidentification, enfin, une réauthentification particulière. Ça, c'est au niveau des réglages. Si vous le testez après, en fonction de vos SMTP, testez sans avoir besoin de mettre l'identification. Si vous voyez que les mails ne partent pas, il faudra sûrement mettre l'authentification à ce moment. Si vous êtes sûr d'avoir mis le bon serveur. Oui. Protocole. Et donc, il y a pas de message access protocol. Donc, ce qu'il faut surtout savoir, c'est la différence entre du POP et de l'IMAP. Et pourquoi je dis que le POP n'est quasiment plus utilisé maintenant. Donc, par exemple, ici, vous avez votre serveur mail chez votre fournisseur qui stocke vos différents mails. Là, par exemple, vous avez 50 mails. C'est pas beaucoup, mais voilà, c'est pour un exemple. Ensuite, à partir de votre PC, là, vous avez Thunderbird. Et donc là, vous allez récupérer les mails avec Thunderbird. Là, je donne Thunderbird parce que c'est l'exemple qu'on va utiliser, mais ça peut être n'importe quel autre logiciel de récupération de mails, comme courrier de Windows directement, comme Outlook et autres. Et donc là, si vous êtes en POP et que vous n'avez pas fait de réglage particulier, donc là, lui, il va récupérer 50 messages, normal jusque-là. Sauf que là, après le POP, et après IMAP, donc lui, au niveau du serveur, il aura 0 mail. Le POP, par défaut, si vous ne faites pas de réglage au niveau de Thunderbird ou de votre application, il va télécharger tous les messages et il va les supprimer du serveur. Donc, si après vous voulez réaccéder à un mail qui était dans les 50 mails, vous ne pourrez pas y réaccéder par votre webmail directement, puisqu'il aura été téléchargé et supprimé du serveur. Il ne sera plus que ici. Il ne sera plus que sur votre PC. Et donc, c'est pour ça que maintenant, le POP n'est quasiment plus utilisé, puisque beaucoup de gens utilisent directement les messageries en ligne et tout, et du coup, ont accès souvent au mail à partir de plusieurs endroits, notamment par exemple les téléphones, plus le PC et tout.
Donc du coup, c'est pour ça que le POP n'est pratiquement plus utilisé maintenant par les fournisseurs. Enfin, mais après, enfin si, il aurait été utilisé pour les deux, mais maintenant, de préférence, ils vous mettent directement en IMAP. Parce que là, du coup, j'ai dit qu'il y avait ça, les 0 mails. Par contre, après l'IMAP, il reste par contre les 50 mails sur le serveur. Donc du coup, le mail qu'on a récupéré ici, eh ben, on peut le retrouver si on est sur le web. On peut accéder là et on aura bien les 50 messages. Et en plus, qui va avec l'IMAP, c'est que souvent maintenant, la plupart des boîtes mail, vous pouvez créer des répertoires pour ranger les mails automatiquement, enfin pour ranger les mails au moins manuellement, mais dans un premier temps, à des, par exemple pour la sécu, pour la formation, pour l'emploi, enfin France Travail, ou autre mail, mais souvent vous pouvez faire des répertoires pour classer vos mails dessus. C'est pas une obligation, mais des fois ça peut permettre de retrouver des choses plus facilement. Et donc du coup l'avantage de l'IMAP, c'est que ici, avec l'IMAP, vous avez les 50 messages plus arborescence. C'est-à-dire que l'arborescence que vous avez fait ici, vous allez la retrouver sur Thunderbird exactement de la même façon. Et si jamais vous faites une modification à l'arborescence ou vous rangez des éléments, des mails à partir du PC dans l'arborescence ici, elle sera automatiquement retransférée au niveau de l'arborescence à partir du serveur de mail. Donc l'avantage avec l'IMAP, c'est que peu importe où vous vous connectez, vous avez exactement la même présentation, les mêmes mails et tout. Si vous supprimez par exemple la mail de votre téléphone, ça sera supprimé du serveur et ça sera supprimé aussi de Thunderbird une fois qu'il aura fait la synchronisation. Donc c'est instantané, vous retrouvez tout exactement partout de la même façon. C'est pour ça que maintenant l'IMAP n'est quasiment, enfin le POP n'est quasiment plus utilisé pour faire la configuration des récupérateurs de courrier. Ça sera toujours l'IMAP. Parce que souvent maintenant, tout le monde, beaucoup de gens utilisent aussi les mails à partir du téléphone, par exemple. Et donc ça sera un problème si effectivement à chaque fois qu'on se connectait au récupérateur de mails de son PC, tous les mails disparaissaient du téléphone puisqu'ils se retrouvent sur le PC. Par contre, là où des fois ça peut servir le POP, et c'est les cas où moi, les quelques fois où je m'en sers, c'est des fois vous avez un nombre de tailles maximum sur votre fournisseur d'accès. Par exemple 5 gigas, 1 giga, et ainsi de suite. Donc des fois, pour aller plus vite et vider la boîte, mais tout en gardant quand même des messages que vous voulez, en archivant, on veut dire, des messages que vous vouliez garder, pas forcément sur le téléphone. Si vous réglez du coup votre Thunderbird en POP, il va récupérer tous les mails et il va vider le serveur. Donc ça peut être une astuce pour vider rapidement la boîte mail. Et après, ici, vous gardez le. Si vraiment il y a quelques mails que vous voulez garder pour la suite, pour les garder toujours en ligne, rien ne vous empêche, à partir de là où vous avez récupéré, de les renvoyer. Et comme ça, ils seront à nouveau stockés sur le serveur. Mais si vraiment, des fois, après avoir viré pas mal de mails, d'archiver des choses et tout, il vous manque de la place, des fois, ça peut être une solution intéressante. Mais c'est vraiment le cas, on va dire, exceptionnel. Maintenant, vous allez utiliser le code. Maintenant, la plupart des configurations se font en IMAP. Et donc, du coup, l'autre avantage
d'utiliser un récupérateur de mail, notamment en l'occurrence là, ici Thunderbird, c'est que vous allez pouvoir chiffrer les mails. S'il y a des mails plus importants ou quoi, avec la destination de certaines personnes, que vous voulez sur limiter les risques de répercussions, vous allez pouvoir chiffrer avec ce qu'on appelle Open BGP. Petit good. Privacy. C'est ça que signifie PGP. Et donc, du coup, avec Thunderbird, en fait, son avantage, c'est qu'on va pouvoir générer des clés directement à partir de Thunderbird. Et je parle de clés parce qu'on en revient à ce que j'avais déjà expliqué un peu l'autre fois sur le chiffrement. C'est que là, ça va être un chiffrement asymétrique, donc il va utiliser une clé privée et une clé publique. Et c'est cette paire de clés, du coup, qui va permettre de crypter les échanges et de garantir la bonne sécurité du transfert de mail. Là, si je peux effacer ces trois lignes là au moins. Bon, aussi. Donc, du coup, en fait, là, vous allez avoir un PC1, un PC2, et entre les deux, du coup, le serveur de mail. Donc ici, le PC1, ça sera l'inverse, il aura sa clé privée et sa clé publique. Et ici, le PC1 aura aussi sa clé privée et sa clé publique. Donc en fait, étant donné que ici on est en asymétrique, là quand on va envoyer un email en PGP, c'est-à-dire en crypté, si lui ne connaît pas la clé publique de l'autre et vice versa, le mail il arrivera dans la boîte. Là, il verra qu'il aura un mail, sauf qu'il verra que le mail est crypté. Et donc, tant qu'il n'a pas la clé publique de l'autre personne enregistrée, il ne pourra pas décrypter le mail. Donc, c'est pour ça qu'après, il faut faire attention si vous avez beaucoup de mails comme ça aussi. C'est à la date d'expiration de la clé, parce que par défaut, elle est sur 3 ans, qui peuvent être renouvelés. Mais du coup, si vous avez des mails qui étaient archivés et qu'après vous essayez d'y accéder à partir d'un autre poste qui n'avait pas la clé publique, ni la clé privée, les mails qui étaient du coup cryptés ne seront pas visibles. Donc il faut faire attention à la gestion des clés. Par contre, on a plusieurs postes à partir desquels on se connecte. Mais souvent, quand on fait l'application du cryptage, c'est à partir d'un seul poste vers des destinataires.
c'est pas on se connecter à plusieurs postes. Mais par exemple, les mails que vous regarderez à partir de votre téléphone et qui auront été envoyés cryptés, vous ne les verrez pas. Parce que le téléphone, sauf si l'application que vous utilisez dans le téléphone est compatible et sait gérer les clés OpenPGP. Donc dans ce cas-là, vous mettez dans votre téléphone votre paire de clés publiques et privées, ainsi que la clé publique des autres personnes. Et à ce moment-là, vous pourrez décrypter aussi sur le téléphone les mails. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, par défaut, s'il n'y a pas les échanges de clés publiques, il n'y a pas de transfert. Donc, du coup, une fois que c'est géré, il faut arriver à envoyer entre les deux la clé publique de l'autre. Donc, dans la théorie, on pourrait le faire par un mail standard, c'est pas du coup le plus sécurisé pour le transfert. On pourrait le transférer par mail classique, encrypté. Et ce n'est pas forcément le plus sûr, parce que du coup, comme elle n'est pas cryptée, potentiellement, si vous mettez clé publique et vous dites pour qui c'est la clé publique, quelqu'un peut l'intercepter, théoriquement. L'idéal, c'est de passer par un SFTP si la personne a un serveur de l'autre côté, ou SCP, c'est un autre même principe, puisque ça utilise les deux, utilise le port SSH. Ou si c'est quelqu'un où vous êtes régulièrement en contact avec lui, directement vous lui donnez de main à main une clé USB qui contient le fichier des clés. Là au moins, comme ça c'est le plus sûr, que vous le voyez directement, donc il n'y a pas de risque d'usurpation ni quoi que ce soit. Et après, vous pouvez aussi utiliser par exemple un pass-bin sécurisé. Ouais, je précise bien sécurisé, parce que le site pass-bin par défaut, qui existe, n'est pas considéré sécurisé parce qu'il indexe les différents messages qui sont stockés dessus. Et donc après, vous pouvez faire une recherche sur ce site-là pour essayer de trouver les documents qui normalement n'auraient pas dû être visibles. Par exemple, l'article que j'avais testé, il montrait que les clés privées, il y en a des fois pour échanger leurs clés privées pour les ramener ailleurs, ils utilisent Passbin, qui est un site internet où vous pouvez copier-coller du texte pour récupérer. Et du coup, après, si vous cherchez des clés de sécurité, vous pouvez trouver leurs clés de sécurité. Bon, après, s'ils n'ont pas mis exactement à qui ça s'adresse, ça limite un peu les dégâts, mais potentiellement, si on a mis des choses et qu'on a mis des informations personnelles dessus, potentiellement, vous pouvez les retrouver dedans, avec ce site-là. Si vous mettez la recherche par site, parce que sur je ne sais pas si vous avez l'habitude ou pas un petit peu d'utiliser les éléments plus conditionnels pour les recherches Internet. Les plus, les moins, les guillemets, les dates, les sites, pas trop. Éventuellement, je referai un petit point. Souvent, effectivement, ce qu'on utilise le plus, c'est le plus, les guillemets, mais même ça, c'est pas forcément toujours connu de base. Mais par exemple, un exemple très rapide, justement, parce que je parlais de ça, si vous mettez dans la barre de recherche Google site passbin.com et qu'après vous mettez ce que vous cherchez, il va chercher uniquement sur le domaine passbin.com. Donc comme ça, vous êtes sûr que vous allez chercher que là-dedans. Donc ça rétrécit tout de suite le champ de recherche. Et au contraire, si par exemple vous mettez dans un site, par exemple vous tapez une recherche et que beaucoup d'éléments vous ramènent, je sais pas, sur Temu ou AliExpress ou quoi,
et que du coup, c'est pas ça qui vous intéresse. Dans la barre de recherche, vous pouvez faire moins TMU, et tous les sites qui incluront TMU dans l'adresse ou dans le texte seront supprimés de la recherche. Donc vous ne verrez plus de site, normalement, où il y a marqué TMU dans l'adresse ou dans le texte de la page. Voilà. Bon, ça, j'y reviendrai. C'est juste deux exemples, mais qui peuvent être très efficaces déjà. Et du coup, avec Passbill, bah, vous pouvez rechercher des clés privées ou d'autres éléments, d'autres personnes qui ont mis des choses dessus. Donc c'est pour ça que je dis un Passbill sécurisé. Ou par exemple, aussi une autre solution, un WeTransfer ou gros fichier. Et ici, là, vous allez mettre un zip avec vos deux passes. Comme ça, même si le message est intercepté avec le mot de passe, si vous avez mis un mot de passe assez fort, ça va limiter les risques. Et après, le mot de passe, vous l'envoyez éventuellement dans un mail en mettant un sujet qui est complètement autre que le rapport avec le message de WeTransfer. Donc comme ça, le mot de passe est envoyé d'un côté et l'archive avec la clé est envoyée de l'autre. Et tant que les clés publiques ne sont pas des deux côtés, l'échange ne peut pas se faire, ou du moins il sera crypté. Donc ça, c'est le principe du chiffrement asymétrique. Et à l'opposé, l'autre chiffrement, le chiffrement symétrique, en fait, il y a la partie du PC1 le PC2. En fait, dans le message, il y a une clé déjà qui clé partagée, qui circule directement dans le message. Donc du coup, après, il faut quand même décrypter la clé, mais il y a déjà quand même la base de la clé qui est déjà inclus dans le message. Et donc, en cas d'interception, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple pour la personne qui a acquis, les éléments de pouvoir décrypter le message. Il n'est pas complètement nul comme un vrai message, il y a quand même un cryptage qui a été fait. Mais comme à l'intérieur du cryptage, il y a déjà la clé qui va permettre de le déverrouiller, une fois qu'il a déverrouillé qu'il a décrypté les bons éléments dans la clé, dans ce cas-là, il va pouvoir décrypter tout le message. Alors que l'autre, le chiffrement asymétrique, comme il y a en plus un contrôle avec la clé privée, dans ce cas-là, il ne pourra pas obtenir tout le message puisque la clé n'est pas entière. Il a une portion de la clé, mais il n'a pas la clé entière. Alors que sur la clé symétrique, à ce moment-là, il y a quand même du cryptage, mais s'il décrypte, il a l'intégralité de la clé, donc à ce moment-là, il peut décrypter tout le message. Et comme du coup, après, le cryptage est fait par la même clé à chaque fois dans les échanges, là, potentiellement, le clé peut récupérer les autres éléments qui vont circuler. Sauf si ça avait été une clé qui avait été faite
indépendamment et il y a qu'elle est générée une nouvelle fois à chaque fois. Mais ce n'est pas toujours le cas du partage symétrique. Donc du coup, au niveau des quelques notions qu'on a mis là, est-ce que ça paraît très clair? Est-ce qu'il y a des questions dans ces cas-là, que ce soit sur la messagerie, sur le cryptage et tout? Ok. Alors, 40. Peut-être pas commencer par configuration tout de suite. Regardez deux, trois petites vidéos que j'ai mis par rapport au chiffrement, là justement, voir si ça paraît clair. Normalement, ça correspond à ce que je viens de vous dire. Donc, je les ai mis, vous pouvez le trouver. Il faut que je le remette. Je vais le remettre tout de suite dans la sécurité. Dans Doc et Tuto. Si après vous voulez retrouver les liens par la suite. Euh, je l'ai pas mis dans le chiffrement. Ah, forcément, ça marche moins bien. Je le remets dans Doc et Tuto. On est bien la sécurité maintenant. Donc là, c'était un petit exemple avec aussi les différents types de hachage que j'avais mis quand on avait fait par rapport au type de clés qui peuvent être générées. MD5, c'est le hachage de base, mais effectivement, c'est pas, non, c'est pas, il n'est pas très solide en capacité. Il est souvent utilisé pour faire le hachage de vérification des exécutables que vous téléchargez sur Internet, pour être sûr que quand au moment du téléchargement, par rapport à la version qui était indiquée sur le site, ça soit bien la même taille, qu'il n'y ait pas eu de modification entre les deux. Donc s'il y a une modification entre les deux, ça veut dire que quelqu'un potentiellement a pu insérer un élément malveillant à l'intérieur, et du coup le hachage ne correspondrait plus entre les deux. Mais pour pas faire des trucs trop lourds, souvent c'est plutôt ça qui est utilisé. Mais les deux autres peuvent être utilisés effectivement pour la plupart des choses de sécurité d'un niveau minimum, notamment les VPN, les clés de sécurité, c'est minimum du SHA 256. Et après, à l'intérieur de ça, il y a même un autre algorithme de cryptage qui vient renforcer en 2048, 3700, 4000 et quelques. Comme on avait pu voir quand on avait créé à un moment une clé sur pfSense, il y avait tout un choix de second cryptage en plus du SHA. Donc du coup là j'ai mis deux trois petites vidéos. J'ai essayé de trouver des vidéos qui étaient un peu illustrées. Je vais vous les passer. On va voir.
peut-être passer sur la télé, ça entendra mieux, je pense. C'est pas très correct, c'est pas très grave, mais bon, une fois qu'on sait pourquoi, on a toujours tendance à dire pourquoi il dit cryptage ou décryptage. On va en parler tout de suite dans la vidéo. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce que c'est le chiffrement? Finalement, tout ça, c'est juste prendre un message qui est compréhensible et le rendre incompréhensible. C'est un code secret. Si j'ai pas le code secret qui me permette de comprendre le code, ça me sert à rien, c'est incompréhensible. Et ça, c'est utilisé depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Chez les Romains, ça existait déjà. On appelait ça le rot 13, parce qu'en fait, on faisait une rotation de 13 caractères. Et en fait, on avait ça sur des gros rouleaux, puisque dans l'alphabet, il y a 26 caractères. Donc si on fait une rotation sur 13 caractères, on est juste de l'autre côté du rouleau. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je vous montrerai ça via une image. L'idée derrière tout ça, ce que je veux dire, c'est que ça existe depuis très longtemps et que là, on l'a juste passé à une échelle qui est juste énorme parce que sur Internet, on a énormément de contenu qui est échangé et la totalité de ce contenu est chiffré, en tout cas une grosse majorité. Et l'idée, par contre, c'est que la puissance de calcul en face pour déchiffrer tout ça, elle est énorme aussi. Et là, pour le coup, l'algorithme de rotation 13, une fois qu'on a la clé, ça marche pas. Je sais comment ça marche. C'est pareil que le code de la machine Enigma. À partir du moment où j'avais le code, je pouvais déchiffrer les données. Là, on va parler du chiffrement qui est niveau du dessus, c'est-à-dire avec les clés publiques, clés privées. Et je vais vous expliquer ça avec un exemple ultra simple. On regarde ça tout de suite. Je vais vous expliquer les algorithmes de chiffrement cryptographique avec des clés publiques, clés privées. L'idée, c'est qu'en fait, l'utilisateur, le client, a une clé publique et une clé privée. La clé privée, il faut absolument qu'il la garde avec lui, il ne l'échangera jamais, en clair en tout cas. La clé publique, il peut l'échanger à n'importe qui, elle est publique, c'est le but. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'il va utiliser cette clé publique, il va l'envoyer au serveur. Le serveur va chiffrer des données avec ça. Et en fait, le client est le seul à avoir la clé privée. C'est-à-dire que je ne peux pas déchiffrer les données avec la clé publique, je ne peux juste faire du chiffrement, et la clé de déchiffrement, c'est uniquement ma clé privée. L'idée derrière tout ça, elle est très très simple. C'est qu'en fait, ce n'est pas le client qui envoie sa clé publique, mais c'est plutôt le client qui a déposé sa clé publique sur un serveur de clé publique, et quand une autre machine a envie de discuter avec lui, il va juste interroger ce serveur de clé publique pour cette machine-là, récupérer la clé publique. Il faut le voir comme un coffre. Les deux sont faisables. Soit effectivement on peut la mettre en ligne, on verra qu'on peut le faire aussi, ou on peut s'échanger la clé en individuel sans forcément la déposer sur un autre serveur. Mais ce qu'il dit n'est pas faux, c'est possible aussi. Coffre-fort avec un cadenas ouvert, il va mettre les données dans le coffre, va fermer le coffre, va fermer le cadenas, il n'a pas de clé, il n'a pas la clé de ce cadenas. Ce qui était sur le serveur, c'était juste un coffre ouvert avec un cadenas. Il va fermer tout ça, il va l'envoyer au client, la personne avec qui il voulait discuter. Et lui, ce qu'il a gardé, la clé privée, c'était la clé du cadenas en question. Et donc en fait, il faut le voir comme ça, c'est-à-dire que le client, celui qui a envie de faire du chiffrement avec des clés publiques, clés privées, la clé publique, c'est des coffres ouverts avec un cadenas qui distribue à qui veut, quoi. Allez-y, vous voulez discuter avec moi, voilà un coffre, j'ai la clé, je vous envoie juste le coffre avec le cadenas. Tu rentres les choses à l'intérieur, tu fermes le cadenas et tu me le renvoies. Moi j'ai la clé, elle sort jamais de ma poche, personne ne peut me la prendre. Cette clé-là, c'est ma clé privée et c'est celle-là qui va me servir à ouvrir mon coffre qui avait le cadenas que je t'ai envoyé au départ. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Il faut le voir comme ça. Les mécanismes après pour fermer le cadenas, c'est un algorithme de cryptographie tout bête entre guillemets, asymétrique qu'on appelle, parce que asymétrique parce qu'il y a une clé publique et une clé privée. Quand c'est symétrique, ça veut dire que les deux ont la clé privée. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes asymétriques sont beaucoup plus lents que les algorithmes symétriques. Parce qu'en fait, il faut d'abord envoyer le coffre-fort
avec le cadenas ouvert, remplir les choses, le renvoyer, après il peut rouvrir, alors que dans l'autre cas, les deux ont la clé privée, donc ils peuvent se les envoyer directement. Il n'y a pas cette première phase d'envoyer quelque chose pour ensuite renvoyer. Ils chiffrent, les deux ont une clé, donc ils ont tous les deux des cadenas et ils s'échangent les choses, ils n'ont pas besoin d'envoyer un coffre-fort avant, si je reprends l'exemple. Donc, asymétrique, j'envoie un coffre-fort, il n'y en a toujours qu'un seul qui a la clé pour ouvrir le cadenas, et après il le renvoie. Symétrique, les deux ont des clés pour ouvrir le cadenas, et ils s'envoient juste la boîte, systématiquement la même. Il n'y a pas de problème puisqu'ils ont tous les deux les clés. C'est ça l'idée, symétrique, asymétrique. Symétrique, ça va beaucoup plus vite dans les échanges, et donc dans le déchiffrement, et asymétrique, c'est plus lent. Et donc en fait, souvent ce qui se passe, c'est que j'ai une clé privée, que je vais utiliser pour tous mes échanges avec toi, on va d'abord se l'échanger avec un chiffrement asymétrique, donc via la boîte, et dans la boîte je vais mettre la clé pour tous les échanges suivants, où là on va commencer à utiliser un algorithme de chiffrement symétrique. Donc c'est pas plus difficile que ça aussi à comprendre. Je vais utiliser de l'asymétrique, un coffre ouvert. On va utiliser le mécanisme que j'expliquais pour mettre une clé qui me servira ensuite à faire des échanges où là on n'a plus besoin de s'envoyer des boîtes ouvertes, on se les envoie directement fermées parce qu'on sait que tous les deux de chaque côté on a les clés pour ouvrir le cadenas en question. Voilà, le chiffrement, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a compris ce mécanisme là, après c'est comme ça que ça marche. Il suffit de prendre la bonne librairie qui fait ce genre de choses là, mais au moins on a compris les tenants et les aboutissants du chiffrement. Asymétrique, avec un coffre-fort ouvert, et du chiffrement symétrique, on a tous les deux la clé et on s'envoie des données comme ça puisqu'elles sont systématiquement fermées. J'ai pas besoin de récupérer quelque chose en amont, on a tous les deux la clé. Symétrique, asymétrique. Donc voilà pour le chiffrement, j'espère que vous avez compris, que c'était illustré bien comme il faut pour vous. Si vous avez la moindre question, vous la posez dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. C'est des sujets qui sont pas faciles à appréhender, mais en fait, si on arrive à comprendre le principe, finalement, tout de suite, ça s'éclaircit et c'est beaucoup plus simple, entre guillemets. Ça reste du chiffrement, c'est des choses compliquées et il y a toujours des mécanismes qui vont un petit peu au-delà de ce qu'on peut essayer de vulgariser dans une vidéo comme celle-là, en 5 minutes. Mais voilà, si vous avez compris le principe, c'est déjà super pour se dire ok, ça fonctionne comme ça. Vous pourrez peut-être briller lors d'un dîner en expliquant le chiffrement symétrique ou asymétrique à vos amis et surtout n'hésitez pas, renvoyez-les vers la chaîne si jamais ils ont envie d'apprendre d'autres choses. Oui, donc là, juste une petite rectification avec ce que j'ai expliqué, du coup, c'est au niveau de la clé partagée, effectivement, la clé partagée du coup, ne circule pas, parce qu'ils l'ont, les deux ont la clé privée pour décrypter ce cadenas-là. Par contre, le truc qu'il faut faire attention quand même, un peu aussi comme avec la symétrique, c'est si jamais quelqu'un arrive à s'emparer de l'ordinateur sur lequel était stockée la clé privée, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Parce que dans ce cas-là, il aura la clé privée qui va lui permettre de décrypter les informations. Si par exemple un hacker arrive à se connecter au niveau du PC2, il va pouvoir récupérer la clé privée. Et donc dans ce cas-là, si après il met un filtre pour suivre les échanges, du coup il aura la clé privée pour décrypter les échanges, s'il intercepte les paquets. Oui. Oui. Du moment que tous les PC ont la clé privée, qui est la même qui va permettre de décrypter, tu peux faire un symétrique avec plus de personnes. Tant que les personnes ont la clé, c'est ça qui va te permettre. C'est juste que du coup, il n'y a pas la clé publique qui recircule à chaque fois et qui reverrouille les choses, effectivement. Qui du coup, plus il y a de calcul, plus ça peut ralentir potentiellement, effectivement, les échanges. Surtout si d'un côté ou de l'autre, une machine qui a un peu plus de mal, qui a un peu moins de puissance, ça peut avoir un peu plus d'impact sur les performances. Oui. C'est-à-dire, la symétrique, c'est dans le sens où, si par exemple, un message est chiffré dans le groupe, c'est-à-dire s'il y a le chiffrement symétrique, une personne arrive à intercepter le message, c'est-à-dire qu'on aura accès Dans le symétrique, tu parles, c'est ça? Non, la symétrique, qu'il y a la clé qui est... Non, parce qu'en fait, il faut qu'il ait aussi la clé privée pour pouvoir décrypter la clé publique.
Donc comme la clé, même s'il récupère la clé publique, bah, de toute façon, il l'a dit, potentiellement la clé publique peut être sur un serveur, et si le serveur se fait hacker, bah, il peut récupérer les clés publiques. Mais s'il n'a pas les clés privées, qui restent dans le PC, et bah, du coup, il peut pas décrypter il ne peut pas décrypter le message. Du coup. Donc, c'est pas moins sécurisé que forcément que l'autre. Par contre, dans les deux cas, il faut faire attention à ce que ça soit pas un des deux PC d'un côté qui se fasse hacker. Parce que dans ce cas-là, tu peux récupérer et les clés publiques et les clés privées surtout. C'est ça c'est la clé privée surtout qu'en fait qui va te permettre de pouvoir faire le déchiffrement. Si tu n'as pas cette clé privée, tu peux pas même si tu n'as que la clé publique, ça ne servira pas. Mais effectivement, comme il y a un échange supplémentaire avant, c'est pour ça. On va juste revérifier les deux autres petites vidéos qui sont plus courtes. En fait, chiffrement, c'est donc effectivement que tu fais en sorte que le message ne soit plus lisible. Et en fait, normalement, le cryptage, je confirme quand même pour dire des bêtises, c'est le niveau de difficulté pour déchiffrer en fait. C'est-à-dire que ton message, tu fais en sorte qu'il soit illisible, donc tu le chiffres, mais tu le chiffres avec un algorithme de cryptographie. Comme il disait par exemple dans comment il s'appelle dans l'Empire romain avec le Rod 13, où en fait il y avait un certain nombre de combinaisons possibles qui permettaient de faire le chiffrement. Donc en fait c'est ça le cryptage. Le cryptage c'est le niveau normalement de difficulté pour pouvoir déchiffrer. Et normalement c'est ça la différence. Je vais essayer de voir si après je retrouve une vite fait. Mais là j'en ai deux petites. Mais comme il dit, il y a souvent des confusions un peu entre les deux, donc c'est pas. Le principe, c'est tu comprends le principe. Perforateur burineur Parkside à 44,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl et toujours à prix Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Ouais. Alice veut t'envoyer un message. Oui, en fait, c'est surtout que la page va vérifier après c'est un certificat, c'est un petit peu différent d'une clé. Le certificat, il va avoir quand même une clé à l'intérieur, mais il va vérifier d'autres éléments. Il y a une différence encore entre certificat et clé. Parce que le certificat, normalement, il est lié à une autorité de compétence pour être vérifié, qu'être sûr que tu n'aies pas le message comme quoi la page puisse ne pas être conforme. Alors qu'une clé, c'est en général, c'est toi qui as plusieurs logiciels même en local, qui permettent de te créer ta clé. Tu n'es pas obligé de passer par un site internet pour créer ta clé. Tu la génères localement. Alors qu'un certificat, normalement, tu peux le générer localement, mais si tu veux qu'il soit bien propre et tout et bien reconnu, il faut passer par une autorité de certification. Donc c'est deux choses différentes, mais à l'intérieur du certificat, tu as quand même une clé de vérification. Oui, c'est Let's Encrypt, VeriSign, en général, les vrais certificats sont payants pour éviter le message, attention, ça risque peut-être que ce n'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent les certificats auto-signés qui te donnent ça comme message. C'est pour ça que si tu héberges ton propre site internet et que tu te connectes dessus, ou même quand tu te connectes au serveur ici, comme le serveur est ancien et tout, le certificat n'est plus valide et il dit attention, il peut être dépassé ou peut-être que c'est pas un vrai certificat, donc il te le signale. C'est le message que tu as souvent. C'est parce que c'est pas un certificat qui est signé par une autorité reconnue, compétente. C'est pour ça que des fois tu peux avoir ce message-là. Donc sur un site internet directement, tu sais que c'est pas un site que toi tu as créé ou que tu es sûr du truc, il faut se méfier dans ce cas-là. Par contre, si c'est un site que tu vas aller à un service web que tu as hébergé et tout toi-même, que tu as créé le certificat toi-même, dans ce cas-là, tu es sûr, donc tu continues. Mais des fois, sur Internet,
ça peut toujours être galère s'il y a ce message-là qui apparaît, il faut se méfier. À Bob. Elle souhaite chiffrer ce message pour qu'il soit incompréhensible par quelqu'un d'autre que Bob. Alice va donc chiffrer son message avec la clé secrète. Puis, elle envoie le message à Bob. Bob, quand il aura reçu le message chiffré, va utiliser la clé secrète pour déchiffrer le message. Parce qu'elle n'a pas tout montré comment elle envoie la truc. Oui. Bah, justement, là, elle l'a pas expliqué, mais l'autre, il l'avait expliqué. En fait, la clé privée que la première personne a générée, tu l'envoies soit via un asymétrique ou via une des autres méthodes que j'ai signalées pour que l'autre il récupère la bonne clé privée pour le symétrique. C'est ça, il y a le premier crée au moment du premier échange, il y en a un des deux qui crée une clé privée pour le premier échange. Elle envoie le message et dans le même temps, elle envoie la clé privée, la clé de décryptage à l'autre personne, la clé de déchiffrement. Bah, la première fois, si, c'est celui qui va crypter le message la première fois qui va créer la clé. Mais s'il y avait déjà eu un échange, la clé qui va être utilisée, ça va être toujours la même. Oui. Normalement, en général, oui. Mais après, tu peux avoir des systèmes où tu vas générer des clés aléatoires. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu crées des clés aléatoires pour un partage symétrique, ça veut dire qu'il va falloir renvoyer la clé systématiquement à chaque fois. Donc c'est pas très pratique. Alors là, est-ce que celle-là c'est mieux? En fait, la première était plus claire. Ça, c'est le Google Pixel 9 avec Gemini. Et ça, c'est une liste des endroits trouvés par Marc pour voir. Alice veut envoyer un message à Bob. Elle chiffre ce message avec la clé publique de Bob, qui est accessible à tous, mais que seul Bob pourra déchiffrer. Ensuite, elle rechiffre le message avec sa clé privée à elle. Elle envoie le message ainsi obtenu à Bob. Pour déchiffrer le message, Bob doit commencer par enlever la dernière couche de chiffrement faite avec la clé privée d'Alice. Il doit donc utiliser la clé publique d'Alice. Il est alors certain que ce message vient bien d'Alice. C'est ce qu'on appelle la signature numérique. Ensuite, il doit de nouveau déchiffrer le message, mais cette fois avec sa clé privée à lui, qu'il est le seul à posséder. De cette manière, Alice est certaine que Bob sera le seul à pouvoir déchiffrer son message, et Bob sera sûr que ce message vient bien d'Alice. Non, ça c'était l'asymétrique. Asymétrique, c'est quand tu as la clé publique et privée. Et le symétrique, c'est quand tu as les deux qui ont la clé, ont la même clé privée en fait. Et les deux ont la même clé privée dans ce cas-là, dans le symétrique. Et dans l'asymétrique, du coup, il y a l'intervention de la clé aussi publique pour faire une deuxième, ça fait deux couches en fait. C'est crypté avec la clé publique et avec la clé privée de la personne qui envoie. Et la clé est cryptée aussi avec crypté, chiffré, avec la clé publique de celui à qui tu vas renvoyer le message. Non, c'est l'un ou l'autre, parce que du coup, ça fonctionne pas de la même façon. Parce que si tu utilises la clé partagée, bah, tu n'auras pas la clé publique dans ce cas-là. Sinon, ça veut dire que tu as aussi copié la clé publique, mais du coup, ça ne sert pas forcément à grand-chose.
Et puis du coup, tu ralentirais d'autant plus. De toute façon, ce qui va impacter, ça va être le chiffrement asymétrique de toute façon, puisque c'est lui qui a besoin de plus de déchiffrement pour fonctionner. Après, bah, je vais éventuellement mettre celle-ci, il faudrait que je regarde celle-ci. Mais là, par exemple, ça pourrait répondre carrément à tes questions, peut-être. Là, il y a une vidéo sur la crypto, le chiffrement et le hachage, comment ça marche. Donc, celle-là peut éventuellement être intéressante pour aller un peu plus. Aller voir un peu plus de détails. Apparemment, il l'a bien découpé en plusieurs morceaux en plus. Mais bon, ça, je la mets, mais c'est en plus pour ceux qui veulent regarder un peu plus en détail sur les différents termes. Ça se fait comprendre quand même les principes de fonctionnement entre le symétrique et l'asymétrique. Déjà. Ok, bon, on va aller manger. Pas de la configuration derrière. Ok, on va reprendre. Donc là, montrer vite fait la configuration et la création de clés avec le Thunderbird. Et après, vous mettrez en pratique. Donc, pour commencer, on va télécharger Thunderbird. Après, vous le téléchargerez de la façon dont vous souhaitez. Je vais les récupérer directement sur le site. Comme j'ai que ça installé. Mais vous avez plusieurs méthodes. Voilà. On calme le bruit. Donc installation standard. Et vous pouvez le mettre à jour parce que j'avais déjà dû l'installer. Sinon, si c'est pas mettre à jour, vous faites installer. Parce que d'après eux, je l'avais déjà. Après, on le lance. Ah oui, j'avais installé pour la veille. Je vais montrer la veille technologique avec les flux RSS. Donc la première fois que vous allez le lancer, il va vous mettre une page pour un nouveau compte. Normalement, il doit vous mettre cette page-là. Thunderbird, oui, c'est sûr. Normalement, vous devez tomber sur cette page-là la première fois que vous l'ouvrez. Donc, après, bah, vous mettez un nom. Là, comme c'est pour des tests, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre le nom complet. Sinon, c'est le nom qui apparaît quand vous envoyez un mail à la personne. Donc là, je vais mettre ça. Thunderbird. Je vais mettre cette adresse-là, par exemple. Ensuite, vous mettez votre mot de passe. Hein? Après, vous pourrez créer éventuellement un nouveau mail, là, si vous voulez. Pour ça. Là, je le fais avec un mail réel, mais si vous voulez, après, vous pourrez faire avec un mail que vous créerez juste pour faire les tests. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Par contre, pour que ça continue, après, si tu mets un faux mail, je ne sais pas s'il va vouloir créer la clé ou pas. Enfin, après, la clé, elle sera alliée au faux mail, donc tu ne pourras pas faire d'essai. Mais déjà, dans un premier temps, tu peux essayer ça si tu veux. Mais après, à la limite, pour le test, vous aurez qu'à créer des nouvelles adresses. Ça marche avec Gmail et tout. Donc
Donc ici, normalement, si c'est Gmail, Outlook, Free, normalement, en automatique, il va trouver. Mais si jamais il y avait un souci, il y a toujours ou que c'est une composition un peu particulière, il y a la configuration manuelle. Et dans la configuration manuelle, c'est justement là qu'on décide si on veut mettre du POP ou de l'IMAP. Et qu'on peut régler la sécurité si elle était réglée selon des méthodes particulières. Et ensuite, le serveur sortant qui est le SMTP. Là, on peut le régler aussi plus finement en fonction de ce qu'on a, de s'il y a besoin d'éléments particuliers. Et bon, là, normalement, là, normalement, avec la configuration automatique, si vous êtes sur un serveur classique, il devrait trouver. Hein? Il te dit disponible, c'est ça? Il te dit disponible? Ouais, il a le disponible. Ouais. Oui, comme j'ai dit, c'est celui qui est le plus quasiment utilisé tout le temps maintenant. Mais bon, là, de toute façon, là, je vais expliquer, mais après, à la limite, pour l'exercice, vous aurez qu'à prendre vous pourrez prendre des fausses adresses, enfin, pas vraiment des fausses adresses, mais des adresses que vous aurez créées juste pour là. Donc bon, là, comme c'est un Gmail, il m'ouvre la page de connexion de Gmail, normal. Pour être sûr que c'est bien moi qui me connecte et donne les autorisations. Après, en fonction du fournisseur, il n'y a pas forcément cette page intermédiaire. Il faut que vérification. Donc pareil, un élément que j'ai pas dit au niveau, qui est souvent utilisé au niveau des mails, mais qui peut être utilisé aussi pour d'autres sites ou d'autres logins, c'est ce qu'on appelle la double identification. Aussi appelé, vous pouvez le trouver sur internet sur le terme de 2FA pour Two Factor Authentication. Et donc, je le mets pas forcément sur tous les sites, mais au moins sur les sites principaux, mes boîtes mail principales et tout, je l'active. Effectivement, quand on se connecte à plusieurs endroits régulièrement, des fois, la première fois, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut revalider. Mais après, ça augmente quand même nettement la sécurité. Moi, ça m'est arrivé une fois sur mon compte principal qui était mon compte Apple. Et bah, du coup, à un moment, d'un seul coup, je vois un message comme quoi j'essayais de me connecter et ça me demandait du coup si c'était moi. Mais donc, j'aurais pas eu la double identification, bah, j'aurais pas su ou j'aurais su qu'après que quelqu'un avait tenté de pirater mon compte. Et effectivement, ça m'a permis de voir que le message de connexion, c'était ça venait de Chine, donc forcément, c'était pas moi. Donc du coup, comme ça a bien protégé le compte. Donc même si vous ne vous mettez pas sur tous les sites, je vous conseille de le faire quand même sur certains.
Bon, je crois que je vais prendre nos adresses parce qu'il n'a pas l'air d'avoir envie là. Voilà. Donc là, effectivement, il me l'a trouvé. Donc, IMAP sous protocole sécurisé avec le SSL. Pareil pour la sortie. Donc, je valide ça. Et là, je pourrais le faire à partir d'ici, mais je vais vous montrer l'autre chemin si vous avez plusieurs comptes. Pas la peine de télécharger tous les fichiers. Donc là, l'intégration, vous pouvez l'ignorer. Voilà. Donc là, bon, ici, vous vous retrouvez avec une architecture classique. Ici, j'ai pas spécialement de sous-répertoire personnalisé, donc on les voit pas. Mais on voit quand même le répertoire commercial, réseaux sociaux, scène message. Ils sont quand même là. Et si je vais sur l'interface de Free, je vais les retrouver exactement de la même façon. Donc ça, jusque-là, c'est classique. Comme une boîte mail, même que par rapport à une boîte mail en ligne, c'est présenté à peu près similairement. Et là, du coup, ici, on va aller sur les trois traits, en haut à droite. On va aller sur paramètres des comptes. Et ici, on a chiffrement de bout en bout. Et donc là, tout simplement, on va faire ajouter une clé. Alors, je ne sais pas si j'ai fait celui-là, est-ce qu'il va me la retrouver? Non, là, il faut un fichier. Donc là, étant donné que je n'ai pas copié de fichier, comme j'ai pas avec moi le fichier d'une clé que j'avais déjà fait avant, bah, du coup, je ne peux pas importer. Mais si vous vouliez chiffrer à partir de plusieurs ordinateurs qui ont la même adresse, du coup, vous pouvez importer le fichier de votre clé. Donc ici, je vais faire créer une nouvelle clé. Qui sera liée du coup à cette adresse-là. Ici, je dis dans combien de temps la clé doit expirer. Bon, là, par défaut, c'est 3 ans, donc je vais le laisser à 3 ans. Si on peut régler en jours, en mois, ou on peut dire aussi que la clé ne doit pas expirer. Donc là, je vais laisser sur 3 ans. Ici, c'est le type, justement, normalement, d'algorithme de cryptage qu'il va utiliser pour faire le chiffrement. Donc RSA, c'est un des plus courants. Et après, on a la taille de la clé. C'est-à-dire plus la clé a une taille importante, plus ça sera long et difficile de, de déchiffrer la clé. Donc là, vous laissez par défaut ou vous le mettez à 4076. J'espère que je vais regarder un truc. Au moment de générer la clé, est-ce que le processeur va avoir un pic? Donc là, on est à peu près à 42, 45 de moyenne. Donc je confirme, il dit que ça peut prendre plusieurs minutes. Et là, ils disent, si vous lisez bien le texte,
que si pendant la génération de la clé, vous naviguez sur Internet ou vous faites des opérations qui sollicitent le disque dur, ça améliore la vitesse pour créer la clé et améliore aussi son caractère aléatoire que si vous mettez juste le processeur lui-même. Donc là, je confirme. Si je regarde ici, on va voir, ça monte un petit peu le... Ça a pris 20% de CPU en plus, à peu près. Mais bon, ça a été assez vite quand même à générer. Et donc là, ici, vous retrouvez la clé. Maintenant, soit je pourrais utiliser le gestionnaire de clés ici afin d'exporter la clé vers un fichier ou vers un email pour pouvoir la transférer à quelqu'un. Ou comme là c'est la clé publique, il y a directement le bouton publier. Il y aurait dû avoir le bouton publier. Donc du coup, bah, c'est pas grave, dans ce cas-là, je vais l'exporter vers un fichier. Donc, je vais le mettre là dans... Je vais le mettre à la racine du NAS. Comme ça, à la limite, si vous voulez tenter, vous pourrez tenter avec cette clé-là, sinon vous pourrez faire des échanges par là aussi, pour vos tests. Et du coup, après, il faudrait que j'ai une deuxième adresse mail qui est aussi une clé pour pouvoir faire l'échange. Parce que là, si j'essaie d'envoyer, je vais essayer d'envoyer une autre déjà. Donc ici, ça ne change rien pour l'instant parce que ici, dans OpenPGP, je n'ai pas dit de chiffrer. Donc là, je vais lui dire. Mais là, il me dit que il n'a pas de... Il ne peut pas faire utiliser le chiffrement de bout en bout parce qu'il y a un problème. Et si je fais résoudre, je pourrais essayer de rechercher des clés en ligne qui pourraient correspondre à cette adresse mail là. Mais normalement, comme j'en ai pas publié, il ne devrait pas en trouver. Mais si tout à l'heure, quand j'avais appuyé sur le bouton publier, ça aurait bien marché, et que j'avais demandé pour l'autre adresse, il aurait trouvé. Là, du coup, si j'importe une clé publique, ça ne va pas être celle qui correspond à cette adresse-là, donc il ne va pas vouloir. Mais en tout cas, voilà. S'il y a un problème de l'autre côté, que la personne, il manque une clé et qu'elle ne pourra pas le décrypter, là, au moins, maintenant, il vous le dit directement. À une époque, ça vous laissait envoyer le message, mais ça ne vous disait pas si la personne avait de quoi pouvoir le déchiffrer. En l'occurrence, là, c'est le cas. Donc maintenant, pour compléter le test, je vais aller ici, je vais faire un nouveau compte. Test 2. Il ne demande pas de confirmation, justement. Je vais utiliser celle-ci alors.
Ça va, là, qu'il est comment? Je vais le refermer. Donc je refais un compte. Ouais, bon, c'est lui qui avait eu un bug. Donc maintenant, pour ce compte-là, je vais aussi dans les paramètres de compte. Chiffrement de bout en bout. Ça, il voit les autres. Ajouter une clé. J'ajoute aussi pour cette adresse-là une clé de la même taille. Voilà. Donc maintenant, je peux faire un nouveau message. Donc, vers la deuxième adresse que j'ai créée. Et là, je vais la chiffrer. Et là, du coup, il m'a rien dit de message parce que les deux ont des clés de sécurité. Et comme là, je suis sur le même poste, bah, du coup, il connaît automatiquement les deux clés publiques aussi. Du coup, j'ai pas d'échange à faire parce que c'est sur le même poste. Mais si du coup, c'est pas sur le même poste, il faut échanger les clés publiques. Et donc là, on voit qu'ici, c'est bien, le message est bien chiffré, le sujet également est chiffré, et c'est signé numériquement. Et du coup, bah, quand je le revois, je vais recevoir le message entre les deux. Trié par décroissant. Et vous voyez que le sujet, comme il est crypté à la base, le sujet n'apparaît pas. Donc je n'ai pas cliqué sur le message, le sujet n'apparaît pas. Et maintenant que j'ai décrypté le message, le sujet apparaît. Un mail classique, le sujet serait apparu directement. Vous auriez vu tout de suite. Là, dans ce cas-là, vous savez, quand il n'y a pas le nom du sujet qui apparaît, que le message a bien été crypté. Et donc là, du coup, de cette façon-là, les messages, même s'ils étaient interceptés, comme la personne n'aurait pas les deux clés simultanément, et ben, la personne ne pourrait pas décrypter le message. Donc là, je vais juste essayer si j'arrive à publier la clé de cette façon-là. Ah non, c'est moi qui ai mal lu tout à l'heure en fait. Après, ils mettent un message d'alerte, donc on croit que ça a échoué. En fait, c'est marqué clé publique envoyé. Donc du coup, ça l'avait bien envoyé. Donc voilà. Et avec ça, du coup, vous pouvez grandement, potentiellement augmenter le niveau de sécurité de vos emails entre certaines personnes. Pas forcément entre toutes, parce qu'il faut qu'ils aient les clés et que ça soit compatible. Mais déjà, s'il y a des échanges que vous voulez renforcer, c'est une méthode qui existe pour pouvoir assez facilement, du coup, renforcer vos communications. Et en fait, c'est le même principe que
même si vous gérez, c'est pas vous qui gérez la clé publique. Par exemple, WhatsApp, entre autres, c'est ce qu'il fait. Il fait du chiffrement de bout en bout. Donc lui, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il le génère sur vos appareils et tout, les clés. Mais après, du coup, lui, normalement, on ne peut pas voir les messages puisqu'ils sont cryptés de bout en bout. Donc, la plupart des messageries maintenant vont automatiquement activer le chiffrement de bout en bout. Hein? Je sais pas s'il est symétrique ou asymétrique, mais du coup, même si c'est symétrique, normalement, il est censé y avoir un échange de clés, mais c'est lui qui le fait en arrière-plan. C'est pas toi qui transfères la clé à quelqu'un d'autre. Hmm? Ah, OpenPGP. Les clés publiques, oui. Mais ça, c'est ce qu'il disait dans sa vidéo, c'est que les clés publiques, elles peuvent être sur un serveur tant qu'il n'y a pas les clés privées dedans, ils ne peuvent pas décrypter. Même si la personne récupère la clé publique, elle ne peut rien en faire tant qu'elle n'a pas les clés privées. Donc c'est normal que leur serveur ait toutes les d'OpenPGP et différentes clés privées. Mais après, comme je vous disais, si vous n'êtes pas obligé de la publier, la clé, vous pouvez la transférer par un autre moyen sécurisé pour pouvoir le faire aussi. Mais normalement, c'est de la symétrie. Parce qu'il y a la clé publique. Mais moi, je parlais au niveau de WhatsApp et tout. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment asymétrique ou pas, mais en tout cas, c'est lui qui gère les clés. Tu n'es pas obligé pour chaque contact de transférer les clés publiques ou quoi à la personne. De. Ouais. Oui. Après, sinon après c'est Telegram qui le fait. Dans Telegram. C'est ça? Le fournisseur? Oui, en général, je crois qu'ils l'ont toujours plus ou moins fait. Hein. Telegram? Oui. Ouais, oui. Oui, il y a ça. Après, ce qu'il y a, c'est que ça, après, effectivement, que de donner les IP aux autorités, ça dépend effectivement d'où sont les serveurs, de quel fournisseur. Mais par exemple, si les autorités demandent à Orange ou à Free des adresses IP, ils vont leur donner. Oui. Ouais, parce qu'après, leurs serveurs, s'ils étaient en Russie ou quoi, où il n'y a pas d'accord, ça dépend où il y a les accords, quoi. Comme tout. Comme des sites qui sont illégaux, qui sont fermés dans des pays, parce qu'ils ne peuvent pas fermer le serveur principal, puisqu'il est dans un pays qui n'ont pas de droit. Donc, c'est pour ça qu'après, dans les pays, ils utilisent justement les proxys et tout pour bloquer les sites qui sont bloqués dans un pays mais qui sont autorisés dans d'autres, bah, c'est bloqué par les proxys dans les pays directement. À la racine du pays, ils te bloquent. Donc voilà. Donc c'était pour ça. Là, donc, du coup, vous essayez de le reproduire. Donc vous pouvez créer des nouvelles boîtes et essayer de vous échanger des messages entre vous là pour voir, pour faire des essais de cryptage, si vous avez bien compris le principe par rapport aux échanges et tout. Et donc normalement avec la clé publique qui doit être sur le serveur directement.